Well, thank you for inviting me. I'm very pleased to be here, and I must apologize for speaking in English. If I tried to speak in French, it would be very painful for you. It would be painful for me, but even more painful for you. And as the chairman said, I have the excellent translator of my book into French, Edouard Morena, who is also a friend and a comrade, and I know he will translate very well. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et je m'excuse de ne pas pouvoir parler en français aujourd'hui, mais ça serait à la fois difficile pour moi et aussi difficile pour vous, je pense, si je m'exprimais en français aujourd'hui. I'm going to talk about this little book I wrote, Class Dynamics of Agrarian Change, which has now been translated into French with a slightly different title, L'agriculture à l'ère de mondialisation by Edouard, and is published by Éditions Critiques. So I am grateful to Edouard and to Éditions Critiques. The book has already appeared in many other languages, which is my good fortune. It is in Chinese, Japanese, Russian, Spanish, Portuguese, and so on. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le livre, en tout cas la traduction, enfin le livre que j'ai écrit, qui a été traduit récemment aux éditions Critiques, avec un titre légèrement différent du titre d'origine. Et j'ai eu beaucoup de chance, car ce livre a été déjà traduit dans plusieurs langues, et notamment en chinois, en japonais, en russe, en espagnol et en portugais, entre autres. I should say I have learned many things from processes of translation, because for some languages it was very difficult to translate certain key concepts of the book, and I mentioned to Edouard yesterday that in English we can use class as an adjective, class struggle, class dynamics, but in French it seems it remains a noun, so dynamique de classe, lutte de classe, etc. Donc j'ai beaucoup appris justement du processus de traduction du livre et notamment la difficulté parfois de traduire certains concepts clés. Et justement hier, je parlais justement de la difficulté du mot classe et de son utilisation et de sa traduction de l'anglais vers le français. Et le fait qu'en anglais, le mot classe est un adjectif, alors qu'en français, justement, c'est un nom. So first I will tell you why I wrote this little book. I was invited to write it by a comrade of mine named Jun Boras, who is from the Philippines, and is really a leading public intellectual, organic intellectual of radical agrarian movements in the world today. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu pourquoi j'ai été amené à écrire ce livre. En fait, on m'y a invité, et c'est notamment Jun Boras qui m'a invité à le faire. Et donc Jun Boras, c'est un intellectuel engagé qui a beaucoup travaillé sur la question des mouvements agraires radicaux. And Jun has great energy and also imagination, so he had the idea of a series of small books on big ideas about agrarian change in the world today. This was the first book in the series, and I think the idea of these small books which can be popular, which explain radical ideas to a wider audience, not just university students, but activists and cadres in the movement, this has a long history on the left.
I have in my library several pamphlets from the 1920s which were explaining capital, explaining capitalism for readers who are workers and activists in the movement of the time. You don't Donc, have to say all that. non, et donc en fait, l'objectif, enfin, l'idée de June à travers ces livres, c'était en fait que cet ouvrage soit le premier dans une série de petits livres centrés sur des grandes idées. Mais l'objectif vraiment central de June, c'était de faire des petits livres qui soient accessibles au plus grand nombre, donc qui ne s'adressent pas seulement à des académiques, mais également à des militants, à des cadres du mouvement. Et du coup, quelque part, il perpétue une longue tradition à gauche, et notamment dans ma propre collection, par exemple, j'ai plusieurs pamphlets des années 20 qui cherchaient justement à expliquer le capitalisme à un public large, un public ouvrier. So, the book presented certain challenges, and the first challenge is it's very short. I was given a word limit of 40,000 words in English. Donc le premier défi, c'est justement la longueur, en fait. On a imposé une limite de 40 000 mots en anglais. And I was aware that many of the readers of the book in movements like Via Campesina and other agrarian movements, they are, in some sense, anti-capitalist. But my concern is that they really, how much do they understand how capitalism works? And many of them, ideologically, I would say, are agrarian populists. They're anti-capitalists, but in the framework of agrarian populism, which of course has such a long history that is parallel in some ways to that of Marxism. Et parmi donc le public en fait qui était un peu ciblé à travers cet ouvrage, il y a notamment justement des acteurs des mouvements agraires contemporains comme la Via Campesina, et donc ils se définissent comme anticapitalistes. Mais justement, ma préoccupation, c'est, j'avais quelque part le sentiment qu'ils comprenaient pas ou pas suffisamment en fait comment le capitalisme fonctionnait. Et du coup, idéologiquement, j'avais plutôt le sentiment qu'ils rentraient dans la catégorie des populistes agraires. Donc ils étaient anticapitalistes, mais justement dans le cadre du populisme agraire. So, what I wanted to do was to provide a framework and an illustrations of Marxist concepts for understanding capitalism with special reference to agrarian questions. But I did not try, within these limits of space, to present a summary of Marxist understandings of the agrarian question in the sense from the Russian Revolution, the Chinese Revolution, and so on. So the book does not confront questions of what socialist agriculture might be. Donc l'idée, c'était d'offrir un sorte de cadre un peu conceptuel et des exemples de concepts marxistes qui permettent en fait de comprendre le capitalisme en lien, enfin, plus spécifiquement avec justement la question agraire. Mais il ne s'agissait pas, l'objectif du livre, ce n'est pas de présenter un résumé des interprétations marxistes de la question agraire, notamment en se référant aux révolutions russes ou chinoises. So, after a first chapter, which is an introductory chapter, I summarize and discuss and illustrate
some key concepts in Marxian political economy concerning production and reproduction. Donc, suite à une sorte d'introduction, dans le chapitre suivant, le deuxième chapitre, l'objectif c'est de résumer, de discuter et d'illustrer en fait des concepts clés en économie politique marxiste, autour notamment de la question de la production et de la reproduction. I then have two historical chapters. Well, I say historical, but of course they are extremely summary. They're historical to illustrate important aspects of the histories of capitalism. And of course, again, they are very, very short. Ensuite, donc, il y a deux chapitres plus historiques. Donc, je dis historiques, mais en fait, ce sont en fait des résumés, bien évidemment, qui cherchent à illustrer en fait que certains aspects que j'estime comme clés et certains concepts de l'histoire du capitalisme. So, chapter 3 is on the origins and early development of capitalism. This has been a debate of great interest, as I'm sure you know, because of the argument of Robert Brenner and others that capitalism in its origins, its first origins, was primarily agrarian, that it involved changes in the class nature of agriculture in England, which led to a transition from feudal to capitalist agriculture. Donc dans le chapitre 3, je m'intéresse notamment aux origines et aux origines effectivement du capitalisme et notamment à des débats très importants qu'il y a eu, notamment autour des travaux de Robert Brenner et d'autres, qui justement s'intéressent au premier moment, en quelque sorte, du capitalisme, en se focalisant notamment au changement agraire en Angleterre. And it's interesting, I think, especially for participants in the Marxist seminar, that among those who read the draft of my text, this was one of the most controversial parts, because first of all, I really just gave a summary of Brenner, and then a very important Marxist scholar and friend of mine, Jairus Banerjee, he just said, no, this is wrong. So I couldn't afford in this book to become too deeply involved in debates between Marxists, so I just presented two different ways of looking at the origins of capitalism. One as something that happened very much within England, in Brenner's account, and something that necessarily happened on a world scale, which is the sort of position that Banerjee argues. Et donc, justement, dans le cadre de ce séminaire marxiste, ça me semble pertinent de dire que finalement ce chapitre c'était l'un des plus compliqués quelque part, parce qu'il soulevait de nombreux débats autour justement de cette question des origines du capitalisme. Et justement, quand j'ai circulé une sorte de première ébauche de ce chapitre, ça a généré en fait des réactions assez vives, et notamment une réaction de Jairus Banerjee qui m'a amené en fait à présenter aussi d'autres interprétations des origines du capitalisme, donc à la fois celles portées par Brenner, mais aussi celles portées par des intellectuels comme Banerjee qui s'intéressent plutôt aux origines, mais en s'intéressant à une approche plus globale de ces origines. And then the next historical chapter is on colonialism and capitalism, because I think it's impossible to
understand the agrarian trajectories of Latin America, Africa, and Asia without investigating the histories of colonialism and how those were a necessary part of the development of capitalism on a world scale. Donc ensuite, dans le chapitre suivant, je m'intéresse au lien, en fait, au rapport à la question du colonialisme et de ses liens avec le capitalisme, parce que justement, il me semble que il est impossible de comprendre les trajectoires agraires, notamment de l'Amérique latine, de l'Afrique ou encore de l'Asie, sans s'intéresser justement à ces histoires coloniales. And in that chapter, I have, again, just short historical sketches of Latin America, India, and Sub-Saharan Africa to show the readers of the book how the Marxist concepts are put to work in looking at the histories of capitalism. Et du coup, dans ce chapitre, justement, je m'intéresse, je retrace en fait des histoires, à travers aussi des exemples en Amérique latine, en Inde et en Afrique subsaharienne, pour essayer justement de voir en quelle mesure les concepts marxistes sont à la fois utiles, mais aussi peuvent être testés pour comprendre en fait les trajectoires de ces différentes régions. Then the second half of the book shifts focus somewhat. The next chapter, chapter 5, is called Farming and Agriculture, Local and Global. Et donc la deuxième partie du livre, en fait, je décale un peu, ou en fait, je change un peu d'approche. Et du coup, le chapitre suivant ça s'intitule alors Farming and Agriculture. Alors en français, c'est un enjeu justement la question de traduire Farming and Agriculture, mais farming comme la pratique en fait agricole et l'agriculture plutôt comme secteur du local au global. That's very well explained by Edouard. And I'm aware that this distinction is sometimes difficult to translate, but the basic idea, as Edouard pointed out, is that farming is a set of practices that farmers have always done historically. Farming is what farmers do. But agriculture, in the sense of a sector, I think is a product of modern capitalism. In fact, I would suggest that agriculture, in that sense, only arises with the development of industrial capitalism. Alors, du coup, cette distinction entre l'agriculture, enfin la pratique agricole, c'est pour moi justement le farming. Donc, c'est une pratique que les agriculteurs ont toujours fait. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis en fait les débuts en fait de l'agriculture comme pratique. Mais de l'autre côté, l'agriculture comme secteur, pour moi, c'est un produit en fait du capitalisme. Et donc, j'irais même jusqu'à dire que l'agriculture, en tant que secteur, n'arrive qu'avec le développement du capitalisme industriel. Yeah. And I think there's two aspects of agriculture in the sense I use it in the book. The first is that agriculture includes all the activities and agents upstream of farming and downstream of farming. Donc il y a deux aspects sur lesquels j'insiste quand je parle justement de l'agriculture en tant que secteur, c'est que justement ce que j'associe à ce mot agriculture, c'est à la fois donc c'est tous les acteurs et toutes les dimensions, à la fois en amont et en aval de la pratique agricole. So, for example, today, as we know, the agricultural interest includes big agribusiness, international agribusiness, which supplies means of production to farming
and also is very important, of course, in providing finance to farming. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on s'intéresse en fait à ce secteur agricole, on s'intéresse notamment à l'agrobusiness qui joue qui joue un sorte de double rôle parce qu'il il fournit ce qui est nécessaire en fait à l'activité agricole, mais aussi, enfin, il fournit aussi notamment les moyens financiers et donc l'argent qui est aussi nécessaire à cette pratique. And similarly, downstream of farming, we have capital of all scales, but especially big agribusiness capital, which deals with the marketing, processing, and distribution of agricultural commodities. Et en aval, du coup, le capital, et notamment, enfin à toutes les échelles, mais notamment le capital de l'agrobusiness, il joue aussi un rôle dans la mise sur le marché, dans la transformation et dans la distribution des produits agricoles. And the other sense in which I try to present agriculture and why agriculture is distinctive as a sector and the concept of a sector is because with industrial capitalism, we get agricultural policy and politics as an activity, a practice of governments, and of course also of class agencies of different kinds who try to intervene in the politics of agriculture for their own purposes. Et par ailleurs, en fait, la raison pour laquelle j'estime qu'il est important de distinguer justement ce secteur agricole et ce qui aussi le distingue d'autres secteurs, et notamment lié au capitalisme industriel, c'est que ce sont aussi toute la dimension des politiques agricoles qui forment aussi un élément important, mais aussi les dynamiques, les enjeux en fait politiques qui sont rattachés à celle-ci. I will give at least one brief historical example here, which was in England, in Marx's lifetime, England, the most advanced industrial capitalist country of that time, which was the repeal of the Corn Laws in the middle of the 19th century. That is, the British government removed tariff policies that protected British farmers in order that they could import grain and other food staples more cheaply, which was of course in the interests of British industrial capital because it enabled them to depress the level of wages or depress the level of variable capital. Donc un exemple historique justement pour illustrer cela, c'est l'Angleterre, donc à l'époque de Marx, donc qui était à l'époque le pays le plus avancé en termes de capitalisme industriel, et du coup la décision donc le repeal of the Corn Laws, qui est comment je pourrais traduire Loi sur le blé. La loi sur le blé, effectivement, qui les Corn Laws, qui enlève en fait des tarifs douaniers sur l'importation des céréales à bas coût, et qui était fait uniquement dans l'intérêt en fait du capitalisme industriel, parce que ça permettait de faire pression sur les salaires. The next chapter is on neoliberal globalization and world agriculture. Donc le chapitre suivant, c'est sur la mondialisation néolibérale et l'agriculture. I won't try to summarize the arguments here because I think that this audience will understand or will know the arguments. But again, the point I was making for the audience, for the readership of this book, is how a Marxist approach looks at this latest period in world capitalism
that of neoliberal globalization, so that all the things the activists in the agrarian movements don't like, multinational seed companies, multinational machinery companies, multinational food marketing companies, and so on, that those can be explained within the analytical framework of Marxism, and that this is done in the book as a historical stage of capitalism. Is that too much? Et donc l'objectif, en fait, c'est justement à travers ce chapitre sur la mondialisation néolibérale de l'agriculture, c'est bon, je ne vais pas résumer en fait l'ensemble des idées parce que je pense que vous êtes sûrement déjà au fait de la plupart d'entre elles, mais l'objectif c'était vraiment de parler à ces lecteurs et notamment à ces acteurs des mouvements agraires contemporains pour leur offrir en fait une interprétation en se servant en fait des outils du marxisme pour comprendre en fait la mondialisation néolibérale et notamment montrer comment la mondialisation néolibérale constitue une étape historique en fait, du développement capitaliste. Yes, and that is important because when I meet some of the younger activists in the agrarian movements, and indeed even sometimes when I read the work written by the intellectuals of the agrarian movements, they seem to think that capitalism started in the 1970s with globalization and with neoliberalism. Et ça me semblait d'autant plus important car quand je discute et quand je rencontre en fait des militants jeunes de ces mouvements agraires et quand je lis aussi certains travaux des intellectuels qui leur sont associés, beaucoup d'entre eux ont tendance à penser que finalement le capitalisme n'a réellement débuté que dans les années 1970 avec la mondialisation. The last three chapters of the book are actually about class formation, class dynamics, and the possibilities of class politics. Les trois derniers chapitres se focalisent sur la question de la formation des classes, sur aussi les dynamiques de classe et aussi sur la possibilité en fait de class politics, d'engagement, enfin, comment je pourrais traduire ça, Politique de classe. de politique de classe, oui, mais d'engagement, plus dans le sens de l'engagement aussi. And perhaps in some ways, this last part of the book is the most important and also the most sensitive, because the agrarian populists very often don't like what I've written or what I've said, because, well, I'll explain in a moment, and also because within the Marxist tradition we have our own often very conflicted ideas about concrete class analysis of the countryside and the political positions or programs that those can lead to. Et du coup, c'est d'ailleurs le dernier chapitre en particulier qui est le plus, à la fois, qui me semble le plus important, mais aussi qui est aussi source des plus fortes critiques et débats, notamment chez les populistes agraires, et qui renvoie aussi finalement à des débats à l'intérieur en fait, de la tradition marxiste autour de cette question de la formation des classes sociales à la campagne. I realized when I was writing the book that what I wanted to achieve was to move away from essentialist notions of the working class or proletariat, which are very common in some of the Marxist tradition, and I also wanted to move away from essentialist
ideas about the peasantry or the small farmer, which are at the center of the traditions of agrarian populism. Et du coup, moi, ce que je souhaitais faire, c'est m'éloigner à la fois d'une forme d'essentialisme que l'on retrouve aussi chez certains marxistes, où tout est centré en fait sur le prolétariat et où on cherche finalement à appliquer ce cadre aussi à la campagne, et en même temps à m'éloigner, à m'écarter aussi d'une autre forme d'essentialisme qui centrée sur en fait la figure du petit paysan ou de petits producteurs agricoles. So I came up with a notion, what I call classes of labor, which is the purpose is to get away from those essentialist ideas, kind of Hegelian ideas of the essential working class or the essential peasantry, and the sort of functionalist view as well, that's often very common in some Marxist work, that there is a reserve army of labor because it is functional for capital. Et du coup, c'est là où j'ai commencé en fait à développer, où j'ai imaginé en fait une nouvelle notion, celle de classes of labor, donc classes de travail. Et l'idée en fait, c'était à travers ce concept justement de s'éloigner des idées essentialistes, qu'on pourrait qualifier même d'hegéliennes du prolétariat, de la classe ouvrière, mais aussi de la paysannerie. Et aussi de s'éloigner d'une sorte de vision fonctionnaliste qui était aussi très répandue chez certains marxistes et qui consiste à voir en fait dans la paysannerie une sorte d'armée de réserve du travail. So in the book I describe and illustrate a concept of so-called peasants, paysans, small farmers, family farmers, this kind of vocabulary. I present an idea of them as petty commodity producers within capitalism. Et donc, je décris et j'illustre notamment dans ce chapitre ce concept en fait de paysannerie ou de petits producteurs dans ce livre, et notamment cette idée qu'il constitue en fait une petite production marchande à l'intérieur du capitalisme. And that means that so-called small farmers, family farmers, or peasants, as in France, Confédération Paysanne, which Edouard knows much about, they have to reproduce themselves within conditions and circuits of capitalist economy. They have to reproduce themselves both as capital and as labor. Et donc, du coup, ça m'amène à analyser finalement en fait les petits producteurs, les paysans, et à regarder finalement comment ils sont obligés de se reproduire à l'intérieur, au sein en fait des conditions et des circuits de l'économie capitaliste, qui sont finalement amenés à se reproduire à la fois en tant que capital et aussi en tant que travail. And I think a very important conclusion for me, which of course is based on a lot of reading of empirical work, this is not just abstract theoretical deduction, a lot of empirical work is that many so-called peasants or small farmers, family farmers in the South are in fact members of classes of labor, because if they farm on their own account, it is only a very small part of their means of reproduction. Et donc, j'en arrive en fait à la conclusion, et pas seulement m'appuyant sur des idées abstraites, mais aussi sur un travail en fait empirique, une base empirique importante, que de très nombreux soi-disant paysans en fait au sud
font partie du coup de ce que j'appelle ces classes of labor. Et si, même s'ils sont amenés à cultiver ou à produire à leur compte ou de façon indépendante, cet élément de production agricole représente qu'une petite partie de leur reproduction en tant que capital du travail. So, for example, in India, where perhaps 250 million rural people are counted as farmers in the census, our best estimates are that 60 to 70% of them rely more on income from wage labor for their reproduction than from farming. Donc par exemple, si on prend le cas de l'Inde, où les chiffres officiels parlent de 250 millions de personnes, d'agriculteurs, enfin, de producteurs agricoles, si on s'appuie sur ces analyses souvent empiriques, en fait, on peut estimer qu'entre 60 et 70% de ces personnes-là dépendent plus en fait, d'un revenu salarié que du revenu généré par la production sur leur exploitation. And I should say, as a note here, that this kind of argument on my part is highly unpopular in some areas or with some people. It's a very unpleasant idea for many agrarian populists who say that this is a Stalinist idea. Et je devrais dire d'ailleurs que cet argument est particulièrement impopulaire et fait l'objet de nombreuses critiques et est difficile en fait à accepter par de nombreux populistes agraires, et d'ailleurs c'est ce qui les amène à la qualifier d'une idée staliniste. And the last chapter of the book, and my conclusion in a way, is on complexities of class. Donc mon dernier chapitre, qui est un sorte de chapitre un peu de conclusion, c'est justement, il aborde en fait la question de la complexité ou décomplexité des classes ou du concept de classe. And I try to show this through a movement from the economic sociology of class to the political sociology. Et j'essaie de montrer cela en abordant la question du mouvement, du déplacement de la sociologie économique de la classe à une sociologie politique. And the point is, in theory, is quite a simple one, that in moving from the economic sociology of class to the political sociology of class, many other determinations have to enter the analysis, and that's what makes it more complex. Et du coup, l'idée principale que j'avance, c'est qu'en opérant en fait ce déplacement de l'économie sociale, de la sociologie économique de la classe à la sociologie politique de la classe, de nombreux autres facteurs doivent aussi être pris en compte. Yeah, I don't know how you say determination. Determinations, factors is No, not yeah, quite. Determinations, c'est des facteurs déterminants. I've seen him, well, Yeah. quote from Marx in his Yeah. yeah. Determinations. Yeah. The more concrete an analysis, the more determinations enter the analysis. I think this was an insight of Marx. It was an insight of Lenin and of many other important Marxist theorists and political practitioners. Donc plus on a une analyse concrète, en fait, plus l'analyse est concrète et plus justement on se rend compte qu'il y a de multiples éléments ou facteurs déterminants à prendre en compte, et c'est notamment visible dans les travaux de Marx ou de Lénine.
I don't think Marx said this, but he could have said this. It was in accordance with his logic and with his methodology. If the experience of class was sufficient to produce revolutionary politics, then life would be much more simple. Et je ne pense pas que Marx l'ait dit, mais il aurait pu le dire. C'est justement que si la seule expérience de classe était suffisante, les processus révolutionnaires auraient été beaucoup plus simples. So that is the conclusion of my book, particularly addressed to these militants, these activists of the radical agrarian movements. And it's saying to them, I have sympathy with your anti-capitalism, but it is not enough to say small is beautiful, big is ugly. It's not enough to say peasant farmers have all these virtues that can save the world. So I want to encourage them to think about class and to think about complexities of class politics in their own movements, their own practices, the contradictions that they face. Et donc, l'objectif justement du livre, finalement, et ce que j'exprime aussi dans la conclusion, c'est que et là je m'adresse finalement à ces militants de ces différents mouvements agraires radicaux, c'est que je suis à la fois, j'exprime à la fois une certaine sympathie à l'égard de leur anticapitalisme, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et il ne suffit pas justement de dire que small is beautiful, que tout ce qui est petit est bon, que les paysans auraient des sortes de valeurs qui leur seraient propres et qu'à travers ces valeurs qui leur sont propres, ils sont dans une sorte de position pour transformer le monde, mais au contraire qu'il faut aller plus loin et qu'il faut s'intéresser justement aux complexités de la classe, des questions de classe et aussi aux contradictions. I'm going to finish now, but I will finish by again thanking Edouard and by saying that the French edition of the book, there is a preface by Edouard which I think has a very useful overview of some of the places and spaces of Marxist and other radical debate of agrarian questions today in the Anglophone world. And I'm not an English nationalist, the opposite. But the Anglophone world, because of the accidents of history, includes debates in India, includes debates in North America, includes debates in much sub-Saharan Africa, South Africa, includes debates in Latin America, where many Marxist and radical intellectuals also work in English. They have done their PhDs in the United States or in the United Kingdom. And so I think it's a very useful aspect of this little preface by Edouard that he indicates some of these main arenas of Marxist and Marxisant debate about agrarian questions in the Anglophone world that perhaps are not so well known in France. Là, je traduis, mais c'est une sorte de promotion de ma préface. Donc, il me remercie d'avoir écrit la préface, mais ce sans quoi il insiste, c'est aussi que finalement, dans la préface, j'offre quelques exemples en fait de réseaux, de noms de réseaux d'intellectuels essentiellement anglophones. Et comme il le dit, c'est pas parce qu'il est
parce qu'il estime que le monde anglophone est supérieur, loin de là, mais justement l'idée c'est de donner quelques exemples de ces réseaux internationaux dans lesquels en fait ces débats critiques sur la question agraire ou les transformations agraires ont lieu actuellement. Okay, thank you. Okay, when I have such interesting questions, I sometimes give answers that are too long. So I've asked the comrade in the chair to stop me if I speak too long. Quand j'ai des questions aussi intéressantes, parfois j'ai tendance à parler, à avoir des réponses très longues, donc je fais confiance à mon camarade à gauche pour Il a dit m'arrêter. le président. Si ça ne te dérange pas, Edouard, pour être précis. Le président. Henri a parlé de président, ok. pas de camarade. Président. D'accord. Il faut faire attention. Monsieur le Président, oui. There are various criticisms of the book, of course, some of which I take more seriously. First of all, there were ideological attacks. There were Stalinists who accused me of being a populist and populists who accused me of being a Stalinist. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par dire qu'il y a eu plusieurs critiques du livre, et notamment dans le domaine idéologique, des stalinistes qui m'accusaient d'être populiste et des populistes qui m'accusaient d'être un staliniste. That's in our Marxist tradition. Okay. Et ça, c'est dans notre tradition marxiste. Secondly, there were productive criticisms, comradely criticisms of how well the analytical framework of the book was presented and illustrated. You know, could some things have been made more clear for this readership? The readership is not the cognoscenti, the readership is the cadres, undergraduate students, and so on. And those I take seriously. Donc ensuite, il y avait une autre forme de critique que j'ai pris beaucoup plus au sérieux, c'est des critiques qui étaient plus sur la manière en fait de présenter certaines idées que j'avançais en fait dans ce livre et peut-être de les présenter de manière qui soit plus accessible au public finalement que je visais à travers cet ouvrage. And then there are questions about the empirical scope and depth of the book, and my usual defense is simply to say, well, I only had 40,000 words, and you know, I did what I could, and I wanted to try to make sure that there was not a Eurocentric view of the South in the account of agrarian change in the book. Et donc ensuite, il y avait aussi une autre troisième question qui était soulevée, ou une sorte de critique aussi, plutôt sur la dimension, enfin peut-être le manque d'exemples ou de profondeur à la fois empirique de ce livre. Mais bon, du coup, à ces questions-là, je répondais justement que j'avais seulement 40 000 mots. Donc c'était ma première réponse. Mais j'ai justement cherché à faire au mieux, et notamment en n'adoptant pas une approche trop eurocentrée et en intégrant notamment les perspectives du Sud. Now, on your question, what is the difference between economic sociology and political sociology? This can be a very simplistic and even reductionist distinction. I understand that. Et donc, s'agissant plus spécifiquement de votre point sur cette différence entre sociologie économique et sociologie politique, effectivement, ça peut paraître comme une distinction peut-être un peu trop simpliste, voire même réductive de ces termes. However, in order to
make these ideas accessible to an audience which is not well educated in Marxism, unfortunately. I used certain devices to try to make some points clear. Et donc pour rendre c'est le plus accessible possible à un public qui n'est pas nécessairement au fait en fait du marxisme malheureusement, je déploie ou j'emploie en fait certaines techniques ou certaines techniques pour rendre les choses plus accessibles. So I try to explain this at the beginning of chapter 8, which is page 162 in the French edition. I don't expect people to open the book like a prayer book. Donc j'essaie d'expliquer ça justement à la page 162. Je ne m'attends pas à ce que vous sortiez tous vos livres comme un livre de prière. But if I can quote one or two sentences which Edouard can read from his own translation. Et donc je vais juste citer quelques phrases en fait de cette page. So, for example, I say aspects of the economic sociology of class can include, on different scales, forms of production and labor regimes, social divisions of labor migration, rural-urban divisions and connections, organizational forms of capital and markets, and state policies and practices and their effects. Et donc j'écris certains aspects donc, de la sociologie économique de classe peuvent inclure à différentes échelles des modes de production et des régimes de travail, des divisions sociales du travail, de la migration de travail, des divisions et des liens entre les zones rurales et urbaines, des formes organisationnelles du capital et des marchés et des politiques et pratiques des États et de leurs effets. And then on the next page I move towards political sociology, which I describe here or illustrate as themes of class identities and consciousness. And from there to the analysis of collective political practice. And this involves a series of further determinations that affect political agency. Et donc ensuite, je poursuis à la page suivante. Donc passer de la sociologie économique des rapports et dynamiques de classe au thème des identités et de la conscience de classe et de là à l'analyse de la pratique politique collective implique une série d'autres facteurs et déterminants qui influent sur l'action politique. And I suggest that we should not assume that there is a simple unity and instrumentality of purpose in any class objectively defined, including classes of capital. Well, Okay. I've abbreviated. Et donc ensuite, je poursuis, nous ne devons pas donc supposer que la domination c'est ça du capital. Yeah. Nous ne devons pas supposer que la domination du capital s'opère par une simple instrumentalité et unité d'intention, ni qu'elle soit nécessairement cohérente dans la manière dont il cherche à se justifier idéologiquement, comme un ordre moral ou dans ses stratégies et pratiques politiques. I mean, I find that in some Marxist analysis and certainly the discourses of political activism, there is a tendency to ascribe a unity and a coherence of purpose of classes of capital, which in fact does not exist in my view. And that's not just because of Britain and Brexit. Where is the unity of classes of capital based in Britain over the question of Europe? Et du coup, en fait, chez certains travaux marxistes, et notamment dans certains discours en fait, d'acteurs politiques, on a tendance en fait, à pousser ou à avancer cette idée qu'il existerait une sorte d'unité et d'une cohérence en matière d'objectifs et de sens de ces classes de travail, comme je l'ai dit, qui n'existent pas, à mon sens. And the Brexit point.
Brexit Britain, there's no unity of classes of capital. And secondly, I think a key issue in the political sociology of classes of labour, this is the Mamdani, was very well formulated by former colleague and friend of mine, Mahmoud Mamdani. He says the translation of social facts, that is the social facts of class existence, into political facts is always contingent and unpredictable. Et donc, sur cette question de la sociologie politique des classes, je me référais justement aux travaux notamment de Mahmoud Mamdani, qui observe que la traduction de faits sociaux en faits politiques est toujours contingente et imprévisible. And he said this is especially so because of the many ways in which power fragments the circumstances and experiences of the oppressed. Et comme il poursuit ensuite, c'est d'autant plus vrai que le pouvoir fragmente de multiples façons les circonstances et les expériences des opprimés. Existentially, class is not experienced self-evidently and exclusively as exploitation and oppression in general, but in terms of specific conditions that classes of labour confront. Just... Yeah, sorry. I think it's partly there. Is it here? No, it's, bon, yeah. c'est là. Existentiellement, du coup, la classe n'est pas, à l'évidence, exclusivement vécue en tant qu'exploitation et oppression de classe en général, mais en termes d'identité spécifique. Yeah, and some examples given by a pair of Marxist scholars who wrote an important article is people also experience exploitation and oppression as urban or rural dwellers, industrial workers or agricultural labourers, urban craftsmen and women peasants, men and women more generally, mental manual labour, old and young, black or white, regional, national and ethnic differences, all of which are generated as effects of the contradictions of capitalism. Et donc, et là, je cite Peter Gibbon et Michael Neocosmos, les personnes, enfin les individus vivent aussi l'exploitation et l'oppression à travers, par exemple, d'autres, en termes d'identité spécifique, par exemple, les oppositions entre citadins et ruraux, entre travailleurs industriels et journaliers agricoles, entre artisans des villes et femmes paysannes, entre hommes et femmes, entre travail mental, travail manuel, jeunes, vieux, noirs, blancs, spécificités régionales, nationales, ethniques et ainsi de suite. Well, a very interesting question. I mean, I'm interested in Russian populism, agrarian populism, and I'm interested, of course, in Lenin and in the Russian Revolution. I recently wrote an article on the peasant problem in the Russian Revolution from 1905 to 1929. That is when Stalin's collectivization took place. Donc, une question très, très intéressante, et je m'intéresse notamment justement à cette question de populisme dont vous parliez, russe, et aussi je m'intéresse aussi à la révolution russe, et d'ailleurs j'ai récemment écrit un article sur le problème paysan au cours de la révolution russe, en me focalisant sur la période allant de 1905 à 1929. And I think it's a very good question because for Marxists, history is
absolutely key, or ought to be key to our understanding. Et c'est une question d'autant plus importante que pour parce que justement pour les marxistes, l'histoire, comme vous le savez, l'histoire est clé en fait pour la compréhension en fait du monde actuel. And the same is not true or generally true of populism. And one reason is that the populist ideal of the peasant and peasant virtue is outside of time. The peasant virtue is given by the peasant way of life, the peasant way of producing, the peasant way of being, etc. And that is abstracted from any particular historical contexts. Of course, one of the... No, go on, sorry. Et donc, par contre, cela s'applique pas au populisme ou à la vision populiste des choses, car dans l'idéal populiste du paysan, en fait, et notamment cette sorte d'essentialisme paysan, a tendance à être hors du temps. En fait. La dimension temporelle, historique, n'est pas présente, car finalement, ça renvoie à cette idée d'une sorte de permanence, à l'idée qu'il y aurait un sorte de mode de vie, une rationalité, une façon d'être paysanne. And in the Russian case, I think many of the populists were more sophisticated than the agrarian populists of today. Marx's Capital was translated into Russian before any other language, I think. And the Russian populists accepted Marx's Capital and its analysis, volume 1. Donc le cas russe est d'autant plus intéressant que, à mon sens, en fait, les populistes, très nombreux populistes de l'époque, en fait, de Lénine, etc., avaient une vision bien plus sophistiquée que les populistes agraires aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble que le Capital donc, de Marx a été traduit en russe avant d'être traduit dans d'autres langues, et pour les populistes russes, c'est the last point on Russian populists in Capital. Capital Volume 1. Yeah, but the Russian populists, They read it. Les nombreux populistes russes avaient du coup justement lu le Capital de Marx. So the debate in Russia was not about whether Marx was right about capitalism or not. It was whether capitalism, how much capitalism had developed in Russia at the time. Donc le débat en Russie, ce n'était pas de savoir si Marx avait raison ou tort, c'était plutôt de savoir jusqu'à quel point en fait le capitalisme s'était développé en Russie à cette époque. But I think, last point, I think if we look at today's world, I could suggest the populists do not have to be as rigorous or as sophisticated, because if populism agrarian populism is in some way an anti-proletarian ideology, where are the strong carriers of proletarian ideology today? The communist parties, the other parties of the left, the other movements. So populism enjoys much of the field. Et si on regarde aujourd'hui, si on revient aujourd'hui, je suggérerais que finalement les populistes, ils n'ont pas besoin en fait d'avoir le même niveau de rigueur intellectuelle que les populistes du fin 19e, début 20e, car si le populisme peut être considéré comme une idéologie anti-prolétarienne, la question qui se pose aujourd'hui, c'est où sont ceux qui justement portent en fait cette idéologie du prolétariat. Ils sont absents en fait aujourd'hui. Et donc, en quelque sorte, les populistes actuels ont le champ libre. Perhaps, can I give one example?
an interesting example, I think, which is relevant to your question, is that there is a very famous Indian political economist, a woman named Utsa Patnaik, my generation more or less. She was famous for developing Marxist analysis of agrarian change in India, and not least class differentiation in the countryside. Now she takes what some people consider a populist position. She's still in the Communist Party of India Marxist, but her position is that there is a common interest among all farmers in India, whether they're capitalist, peasant, petty commodity, there is a common interest, and what gives them that common interest is it's a common interest against imperialism. And that also has many resonances in the history of our Marxist debates. Now, hers is not a majority position in the Communist Party of India Marxist, but in a sense she has aligned herself with the agrarian populists in India. Et donc un exemple intéressant actuel pour un peu illustrer la situation, enfin, le niveau des débats, c'est justement l'exemple d'une intellectuelle indienne, Utsa Patnaik, qui a développé en fait une analyse dans le passé, qui avait développé une analyse très approfondie des transformations agraires en Inde, et notamment en s'intéressant aux questions de la différenciation de classe à la campagne, mais qui aujourd'hui en fait a une position très différente de ce qu'elle avait par le passé, que l'on pourrait qualifier populiste, à l'intérieur en fait du Parti communiste marxiste indien, et qui estime en fait qu'il y aurait une sorte d'intérêt commun en Inde entre différents producteurs agricoles capitalistes, mais aussi des petits producteurs, mais contre l'impérialisme. Et là, pour le coup, ça résonne très fortement avec des histoires en fait très longues, enfin des débats en fait très profonds chez les marxistes. Well, very, very good question, and the position you've suggested also has a long history in agrarian political economy. In fact, surprisingly, maybe, but interestingly, one strong expression of this was in the work of Chayanov. I don't know that Chayanov was a great, was really the most serious theorist, I think, of agrarian populism that has lived, and he was Russian, and he worked in the early 20th century and so on. Yeah, so I'm getting carried away there. Donc en fait, encore une fois, merci beaucoup pour une question encore très, très intéressante. Et je pense que la position que vous avancez a une très très longue histoire en économie politique agraire. Et notamment, elle me fait penser aux travaux de Alexandre Chayanov, qui pour moi est l'un des théoriciens populistes russes les plus intéressants. Donc du début du XXe siècle. And Chayanov illustrated this in the 1920s in relation to American agriculture, because there the activity of the banks in control over farmers and so on was the most advanced. Et donc, dans les années 20, Chayanov, en fait, il développe aussi son analyse en regardant aussi ce qui se passe aux États-Unis, à l'agriculture américaine, et notamment parce qu'aux États-Unis, les banques, en fait, occupaient une place de plus en plus importante de contrôle. So I think the argument you put forward, which is a very serious argument, it kind of falls
in an area between Marxism and some of the populist or the more intelligent populist positions. Et donc l'argument et la position que vous avancez, enfin que vous décrivez en fait, c'est une position enfin, très très intéressante et à prendre très au sérieux, que je situerais en fait entre le marxisme et les approches les plus sérieuses, les plus intéressantes en fait des populistes. But I guess in a way I take a fairly orthodox position. And that orthodox position is that empirically we know that many so-called small farmers, petty commodity producers, employ non-family labor. Moi, du coup, en réaction à ça, j'aurais plutôt tendance à prendre une position assez orthodoxe, car d'un point de vue empirique, en tout cas, on sait, enfin, il est avéré en fait que de nombreux petits producteurs emploient aussi une main-d'œuvre salariée. And in much of Southern Europe, Western Europe, in Britain certainly, a lot of that seasonal labor is migrant labor. It's oppressed migrant labor from North Africa, from Eastern Europe, and so on. Et donc en Europe du Sud, en Europe aussi de l'Ouest, et notamment en Grande-Bretagne, en fait, on fait beaucoup appel justement au travail saisonnier, aux travailleurs migrants, qui sont souvent aussi des travailleurs opprimés qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Afrique notamment. So two final points on this quickly. One is my orthodoxy is if even petty commodity enterprises are appropriating surplus value from workers, then that is the capitalist side of them as even petty enterprises. Donc ma vision orthodoxe justement de ça, c'est que si même des petits producteurs marchands sont amenés à approprier la survaleur de what's the thing, the surplus value of. Yes, surplus value. Oui, then you ended with Cambridge. Oh, then that is the capitalist side. Donc quelque part, il y a aussi une dimension capitaliste finalement à leur propre activité. And my other point is also perhaps too orthodox, but very briefly, is that in a world of capitalist enterprises, large and small, then there are mechanisms of distribution of total surplus value between small and large enterprises. And small enterprises often are the losers, or they see themselves as the losers. And this is where small business populism comes from. In France, you had it, of course, with Poujade many decades ago, but I think it applies to all petty commodity enterprises, not just in farming. You know, that there are many petty enterprises in manufacturing, in services, which are directly contracted to big companies, and in that sense are dominated by them. But I don't regard the proprietors of those enterprises as proletarian for that reason. So I am being orthodox. Et donc un deuxième point qui pourrait aussi paraître très, très orthodoxe, c'est dans un monde dominé en fait par les entreprises capitalistes, petites et grandes, enfin les mécanismes de distribution de la survaleur totale entre petites et grandes entreprises, et bien en fait, effectivement, les petites entreprises, les petits producteurs capitalistes sont certes des perdants en fait dans ce processus. Mais néanmoins, ce que l'on constate aussi, c'est l'émergence, une sorte de populisme en fait des petites entreprises. Et le cas, enfin en France en fait, un cas d'école, ça serait justement le mouvement poujadiste.
Et ça ne s'applique pas, encore une fois, seulement en fait, au monde agricole, justement, et le mouvement poujadiste en est un exemple, ça s'applique aussi à l'ensemble des petites entreprises. No, I can only say I agree with you, of course, and those issues are covered somewhat in the book, in the chapter on, I think, neoliberal globalization. And I also use the concept of international food regimes, which has been developed by Harriet Friedman and Philip Michael, because I think it enables one to see international food regimes as certain periods in global capitalist economy in the last 150 years or so. So, of course, what you say is absolutely correct, except I would make one qualification, which is that in many of the countrysides of the South, there are, even if a tiny minority, of small capitalist farmers and so on who are doing well out of current conditions. Of course, there is no guarantee that they will continue to do well, and many of them might be doing well because they're specializing in export commodities that are demanded by the supermarkets of Europe and North America and so on. But because of class differences in income and changes in class differences in income, you also get some commodities going the other way, like French wine going into China, because growing income inequality in China, but growing number of people, although a minority, who want to spend their money consuming luxury items like wines from France. On the scale of international trade, what I think changes in China in income distribution and consumption has affected more is, of course, international trade in soy to feed livestock in China for meat, and also international trade in milk, which is perhaps more surprising. But there is a growing middle-class demand in China for milk, which has been sometimes affecting milk prices in European markets. Just to say it's more complicated. Ok. Du coup, en réaction en fait à votre question, commentaire, en fait, moi ça me fait penser aussi aux travaux très très intéressants auxquels je fais référence en fait dans le chapitre sur la mondialisation néolibérale, les travaux de McMichael et Friedman sur les régimes agroalimentaires internationaux, qui sont des travaux très utiles parce qu'ils permettent de voir en fait qu'il y a eu plusieurs périodes en fait dans l'économie capitaliste au cours des 150 dernières années. Et je souhaiterais aussi souligner le fait que dans les pays du Sud et dans les zones rurales du Sud, même si ça ne représente qu'une minorité, il existe aussi des petits producteurs agricoles capitalistes qui en fait vivent très bien en fait de leur travail dans les conditions actuelles. Alors, ça ne veut pas dire que cela va continuer pour eux, qu'ils vont éternellement avoir en fait des conditions de vie, en tout cas des revenus décents. Mais c'est quand même un point qui me semble important de souligner. Et par ailleurs, ce
qui est aussi intéressant aussi à noter, c'est que les denrées agricoles vont dans les deux directions. C'est-à-dire que ça ne va pas que des pays du Sud vers le Nord, mais il y a aussi des denrées qui vont dans l'autre direction, et notamment des denrées qu'on pourrait qualifier de luxe. Et l'exemple type, c'est l'importation par la Chine de vins français. Donc c'est aussi lié finalement à l'émergence d'une classe moyenne en Chine qui peut se permettre aussi d'importer ces denrées. Et ça s'applique aussi à l'importation, par exemple, de soja pour l'alimentation animale, mais aussi l'importation de lait, en fait, vers la Chine. There are brief discussions of land reform in the book, and I think one can say that the most extensive land reforms from which more or most farmers have benefited historically have been in situations of revolution and social upheaval, starting with France, French Revolution, of course Russian Revolution, Chinese Revolution. There's also a whole range of experiences of what one could call bourgeois land reforms, not least in Latin America, but elsewhere too, where the idea was to replace predatory or parasitic landlords with holders of big areas of land with small industrious farmers who would. So that was a kind of productivist argument, and it's a kind of a yeoman ideal of small farmers. That's almost like a kind of a state populist notion. Donc, effectivement, sur la question des réformes agraires, j'en parle en fait brièvement en fait dans l'ouvrage, mais effectivement, parmi les deux points que je voudrais faire, c'est que le premier, c'est que les réformes agraires les plus importantes, on va dire, historiquement, c'est toujours intéressant de noter qu'ils ont souvent lieu dans des situations de révolution, dans des contextes révolutionnaires. Et donc on a l'exemple de la Révolution française, de la Révolution russe ou la Révolution chinoise aussi. Et aussi, le deuxième point, c'est qu'il y a aussi, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est l'existence de réformes agraires qu'on pourrait qualifier de bourgeoises. Et là, pour le coup, on a plusieurs exemples de cela en Amérique latine et ailleurs. Et l'objectif étant de remplacer des grands propriétaires terriens prédateurs par des petits producteurs plus industrious, plus entreprenants, on va dire. Et donc ça répond finalement à une sorte d'argument productiviste, en fait, cette idée que finalement, en faisant cela, on pourra produire plus en matière agricole. But moving forward, the latter part of what you were saying, perhaps it's worth making one or two things clearer. First of all, I detest international agribusiness, like our friend here. I mean, I think they're among the biggest criminals there are in the world today, which is quite a competition, in fact. So that is, and also I would support, as a matter of principle, many of the actions taken by the agrarian movements, you know, if not necessarily always for the same reasons, but I think their actions against land grabbing for forests, for mining, land grabbing for plantation agriculture like oil palm in Indonesia, the extent of destruction, natural destruction as well as social destruction, is of course massive.
So I would support their actions. I would also support their actions against some of the international trade arrangements that really do operate against the interests of poorer countries. In fact, I think the origin of Via Campesina itself was a mobilization against neoliberal international trade arrangements. Donc je voudrais aussi du coup préciser quelque chose, deux choses. Premièrement, juste pour que ce soit clair, je déteste l'agribusiness international. Pour moi, ils font partie des plus gros criminels qui soient. Et il y a certainement, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là en ce moment. Et par ailleurs, je soutiens en fait, ou je serais prêt à soutenir, je suis prêt à soutenir de nombreuses actions qui sont prises par les mouvements agraires, même si pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'eux. Et notamment, par exemple, toutes les mobilisations contre l'accaparement des terres pour des projets de mines, pour des projets aussi de plantation à grande échelle, notamment l'huile de palme, et toute la destruction aussi sociale et naturelle que cela implique. Et bien effectivement, dans ce cas-là, je soutiens en fait leurs actions. Et par ailleurs, je soutiens aussi leurs actions lorsqu'elles s'attaquent aussi aux accords commerciaux internationaux qui vont à l'encontre aussi des intérêts des pays les plus pauvres. Et d'ailleurs, la Via Campesina, il me semble, ses origines justement sont liées en fait à une opposition, à une lutte contre ces mêmes accords internationaux. Donc en ce sens-là, je suis prêt, encore une fois, je soutiens finalement leur mobilisation. But I must say, where I draw the line, as you probably realize already, is I don't believe that an idealized vision of the small peasantry and their communal values and so on is going to save the world. That is really where I have to say no to agrarian populism. And sometimes, not always, I mean, there are some very progressive people among agrarian populists. But there are also reactionary currents that the idealization of the peasant can be quite anti-urban, anti-working class, and so on. So that is what we have to try to distinguish to factor out these different aspects. Mais là où, pour le coup, je ne suis pas prêt en fait à soutenir ces mouvements, c'est ce que je n'accepte finalement pas en fait dans certains de ces mouvements, c'est leur idéalisation finalement du petit paysan, de ses valeurs supposées, et cette idée finalement que c'est le petit paysan qui va à lui tout seul sauver le monde. Et du coup, pour moi, c'est une des caractéristiques aussi de certains de ces mouvements et dans leur dimension la plus populiste. Et d'ailleurs, cela aussi entraîne, et on le voit en fait parfois, des courants plutôt réactionnaires à l'intérieur même de ces mouvements agraires, des mouvements réactionnaires qui sont parfois aussi opposés ou contre en fait, anti-classe ouvrière, anti-urbain, et c'est avec ces dimensions-là, c'est avec ces courants-là en fait du mouvement paysan que j'ai plus de difficultés. If I could add also, I've been thinking about your question, which you asked. I don't think history repeats itself. So even if some of these ideas from the past are relevant or are reframed, given a new life in the debates of today, we have to be sensitive to, we have to be able to grasp
how the historical circumstances have changed. And I was thinking of Lenin because you mentioned Lenin. I'm a great admirer of Lenin in many ways, things I've learned from Lenin. But interestingly, Lenin, in the development of capitalism in Russia and until the revolution of 1905, I think Lenin had a very reductionist view of the Russian peasantry. He had a very mechanical political analysis. The kulaks will oppose the Bolsheviks, the poor peasants will support the Bolsheviks, and one can say that because he hadn't developed a political sociology of the Russian peasantry from his economic sociology, which is there in the development of capitalism in Russia, he had to relearn. And some scholars, like Theodor Shanin, argue that Lenin did learn. Shanin says after the 1905 revolution, there were those in Russia who learned from it on both the right and the left, and those who didn't on both the right and the left. There's a very interesting aperçu, I think, some of those issues, yes, can be relevant to today's debates, but they must be formulated to help our understanding of our contemporary history now, not just arguing who was right and who was wrong 100 years ago. So, sorry, that was a long one. Yeah. J'arrive. Du coup, juste aussi un peu en réaction, parce que ça me fait penser à un point que vous avez soulevé, un peu en réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure, encore une fois. Je suis convaincu que finalement l'histoire ne se répète pas et que les idées du passé sont utiles, mais on doit tenir aussi compte des circonstances historiques qui ont changé, l'évolution des circonstances historiques voilà, dans notre analyse. Et du coup, ça me fait penser justement aussi à Lénine, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc Lénine, dans le développement du capitalisme en Russie et jusqu'à la révolution de 1905, avait une vision assez réductrice de la paysannerie. Donc il avait donc une analyse politique très, très mécaniste. Où d'un côté il y avait les koulaks qui s'opposeraient aux bolcheviks et de l'autre il y aurait les pauvres, les paysans pauvres qui les rejoigneraient. Et donc quelque part on pourrait dire que Lénine n'avait pas développé une sociologie politique de la paysannerie suffisamment développé une sociologie politique de la paysannerie sur le dos de sa sociologie économique. Et Shanin, donc Theodor Shanin, a fait un point assez, qui me semble assez pertinent, c'est qu'après la révolution donc, de 1905, il y avait ceux qui avaient appris quelque chose de cette révolution à la fois à gauche et à droite, et ceux qui n'avaient pas appris les leçons justement de cette révolution à gauche et à droite. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il faut formuler en fait toutes ces questions en tenant compte en fait de notre histoire contemporaine et non pas à chaque fois en fait aussi revenir en arrière et ressasser des débats très anciens pour essayer de savoir qui avait tort et qui avait raison. Make something like more precise on something that you said. This idea of 250 million Indians, I think, farmers in India, and 60 to 70% of them who were
salary workers. So they are wage workers, and so they work for a wage, or do they do a mixed activity where they do small-scale farming and at the same time they have to do wage work? Yeah, that's excellent. And this question, I link this question to the fact that at one point I understood that you put aside the proletariat and mustn't fall into kind of an approach which kind of focuses only on the proletariat, farming proletariat. As opposed to the other opposite, which is to focus only on peasants. If that makes sense. No, I think that's a good question, and the point I was trying to make in the book and elsewhere is that classes of labour, especially in the South, but not only in the South, of course, have to combine many different activities in order to reproduce themselves, in order to survive, in effect, as changes in capitalism squeeze, compress their means of reproduction more and more. And, okay, you should translate that. En fait, l'idée que je cherchais à mettre en avant, c'est que ce que j'appelle les classes de travail, et notamment dans les pays du Sud, doivent combiner différentes activités pour survivre et pour pouvoir en fait se reproduire, et notamment face en fait aux évolutions du capitalisme et au fait que le capitalisme les comprime de plus en plus en fait leurs moyens de reproduction. And I think the point really which I think you were making or indicating, which is important, is that of classes of labour have to combine so many different activities. So, I mean, they may farm a tiny plot of land of their own, but not enough to meet their reproduction needs. They may sharecrop other people's land. They may do seasonal or longer-term wage work in their local areas or at a longer distance. I mean, in China and India, with their big populations, if we looked at migrant workers and migrant workers with a rural background or home base, we're talking about hundreds of millions of people. They may do petty trading, and we should be careful about implying that these are only male occupations, because of course, you know, many women are labor migrants, do all these other things as well. So we can't use the inherited categories of European sociology to say they are wage workers, or they are petty traders, or they are farmers, or that they combine all these things in different ways with different levels of success in order to survive. And that's why I like to use the term classes of labour, because it seems to me pointless to debate whether they are really proper proletarians or not. And we have all these other terms which I think often are more confusing than helpful, like semi-proletarian. I'm sure you have or worker peasants in Africa, is, you know. And it's this incredible
heterogeneity and fragmentation that present particular challenges to class politics, I think, as well. That is the point I would also emphasize here and leave you to translate all that. Et donc effectivement, ces classes de travail se retrouvent un peu dans l'obligation pour pouvoir assurer leur reproduction simple à combiner en fait une grande diversité d'activités. Donc ça inclut bien sûr la cultivation de leur propre petit lopin de terre, mais ça implique aussi le travail salarié, ça implique aussi le travail salarié à la fois dans l'exploitation voisine, mais aussi dans la ville. Ça aussi implique parfois des formes de commerce faites à très petite échelle. Et du coup, si on prend par exemple le cas de la Chine, les travailleurs migrants, on parle de centaines en fait, de millions de travailleurs migrants. Et je tiens à aussi souligner le fait que ce ne sont pas que des hommes, bien sûr, qui font en fait ce travail. C'est aussi beaucoup de femmes. Et donc quelque part, ce que l'on constate remet en cause en fait les catégories un peu héritées de la sociologie européenne qui catégorisent en fait les gens en tant que petits travailleurs ou petits producteurs indépendants, etc., etc. Toutes les catégories existantes en fait ne permettent plus finalement de comprendre l'organisation du travail dans les pays d'issue. Et donc c'est pour ça que j'utilise en fait cette idée de classe de travail parce que pour moi en fait ça ne fait vraiment, il n'y a plus aucun sens à aujourd'hui essayer de savoir si oui ou non telle ou telle personne peut être qualifiée de vrai prolétaire ou pas. Et d'ailleurs aussi je considère que les nouveaux concepts qui ont émergé comme semi-prolétaire ou comme travailleurs paysans, notamment pour ce qui est de l'Afrique, sont source de confusion plus qu'autre chose. Et du coup, cette hétérogénéité et cette fragmentation, ça représente aussi un défi très important d'un point de vue politique. Parce que quelque part, il y a aussi la question de savoir comment on traduit cela en termes de mobilisation politique. Well, this is observations from practical experience, for sure. You know, I'm sympathetic, but I don't have a solution. I don't have, you know, something ready-made that's a solution. I think what I'm also, I mean, going back to the book and more general terms apart from your specific case, I think what I'm trying to avoid here is a kind of very prescriptive politics that has been part of the inherited problem of Marxism, or some Marxism. D'abord, merci pour les observations, effectivement, qui reflètent en fait une expérience vécue et avec lesquelles je suis en sympathie. Mais malheureusement, je n'ai pas justement de solution et de solutions toutes faites. Et pour revenir un peu au livre, ce que j'essaye tout simplement d'éviter de faire, c'est justement d'avoir en fait une approche trop prescriptive en fait, et de dire ce qu'il faudrait faire. Parce que pour moi, c'est aussi l'un des problèmes de certaines analyses marxistes notamment, c'est qu'elles sont parfois trop prescriptives. I would just add something, which is that the economic sociology of classes of labour shows or suggests why they can be so fragmented, because these differences of gender, of ethnicity, of caste in India, of location, of language group in India, these
differences can all become divisions within classes of labour themselves. Now, here's an interesting question. This comes from a friend of mine who Edward knows, Jens Lerche, who works on India. He has become very interested in organizations of workers in India that are based on tribal and caste lines, that is, Dalits and others. The issue is, should they organize separately in the kind of sectors where they work, or should they be, you know, united in class terms with workers from other castes and language groups and so on? And of course, their argument is that low caste or Harijan or tribal Dalit workers have been completely ignored by the Indian trade union movement throughout its history, even the communist unions and the most progressive unions. So this is why they are organizing themselves. And, you know, it looks like, at worst, identity politics. But it's not identity politics to me. It's class politics, which is having to confront these issues of fragmented identities within classes of labor. So that, and that's why the more prescriptive inheritance of Marxist or radical politics. This is what a party should look like. This is what a union should look like. This is what an oppositional movement should look like. That, I think, is something that we have to liberate ourselves from. Sorry, I was doing one again. Alors, j'essaie de retrouver où j'ai commencé mes notes. Du coup, effectivement, ce que j'essaye de voir, c'est aussi comment finalement la question de la sociologie économique des classes de travail suggère pourquoi elle permet aussi, pourquoi elles peuvent être si fragmentées sur justement la base du genre, de l'ethnicité, de l'appartenance à une caste, de la localisation, aussi des langues en fait, des langues parfois différentes qui sont pratiquées. Et comment finalement elles deviennent à partir de là des sources de division finalement au sein des classes du travail. Et pour le coup, je voudrais prendre l'exemple des travaux notamment d'un ami, Jens Lerche, qui a travaillé sur l'Inde et qui s'est intéressé à l'organisation des travailleurs en Inde sur la base justement de leur appartenance tribale et de caste. Et l'une des grandes questions en fait, qu'il a analysées, auxquelles étaient confrontées finalement ces populations, c'est en quelle mesure elles doivent s'organiser séparément ou doivent-elles au contraire plutôt se rassembler sur la base d'une appartenance de classe avec des travailleurs d'autres castes et d'autres groupes linguistiques. Et la chose qu'il a identifiée, c'est que finalement, ces travailleurs qui étaient issus des castes les plus basses, inférieures, elles avaient été ignorées en fait pendant très longtemps par le mouvement syndical indien et notamment le mouvement syndical communiste indien. Et donc, ils ont décidé, à partir de là, de s'organiser eux-mêmes. Et en soi, en apparence, en fait, cela ressemble à ce qu'il y a de pire dans une sorte de politique basée sur identitaire, en fait, une approche centrée sur l'identité. Mais en fait, en réalité, ça renvoie finalement à cette question de leurs identités fragmentées, en fait, à l'intérieur des classes de travail.
Et c'est en cela en fait que j'oppose en fait, ou que je suis plutôt méfiant, voire critique à l'égard des approches assez prescriptives et interventionnistes qui chercheraient à dire ou à imposer une certaine vision de ce que doit être le parti, de ce que doit être le syndicat. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se libère finalement de cette approche prescriptive. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Je voudrais remercier en votre nom Henri Edouard. et bien sûr Édouard